Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Aleph dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons tout en haut du daf, aux deux points. Ze Omer Shel Avotai, ve Ze Omer Shel Avotai. 1 argumente, c'est le terrain de mes ancêtres, de mes pères. Ze Omer Shel Avotai, c'est le terrain de mes ancêtres. Donc chacun a un argument qui est le même, donc qui est opposé. Puisqu'a priori, on a l'impression que quand on dit c'est à mes ancêtres, c'est-à-dire que c'est à mes ancêtres depuis longtemps, c'est à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, et donc a priori c'est difficilement compatible pour les deux. Un amène des témoins que c'était bien à ses ancêtres. Et l'autre n'amène pas des témoins que c'était à ses ancêtres, mais il amène des témoins qu'il avait chazaka. Donc quel est le cas? Encore une fois, les deux disent que c'était à son père, à son grand-père, ainsi de suite, enfin en tout cas à ses ancêtres, comme ça qu'on comprend. Simplement, au niveau de la preuve, l'un amène une preuve sur l'argument lui-même, c'est-à-dire que c'était bien à ses ancêtres, et l'autre amène des témoins qu'il a une chazaka. Alors, l'Agmar nous dit, Amaraba, on fait gagner celui justement qui a des témoins de la chazaka. Pourquoi? Parce que ça lui donne un argument, la force d'un argument qui est plus fort. Pourquoi? Il y a un principe de migo. C'est quoi le principe du migo en général? C'est quelqu'un qui est au Bedin et qui, pour se défendre, c'est toujours pour se défendre, jamais pour attaquer et pour récupérer de l'argent, mais en tout cas pour se défendre d'une attaque qu'on nous fait au niveau du din, il se défend avec un argument qui normalement n'est pas recevable. C'est-à-dire qu'il donne une théorie qui a priori n'est pas crue par le Bedin. Simplement, comment il la renforce? Il la renforce par le fait qu'il a une possibilité par le din de gagner d'une autre manière. Et donc, s'il a la possibilité de gagner avec un autre argument, on va lui donner la force de gagner même avec l'argument qui est mauvais. Quelqu'un qui pourrait dire à la personne là, le cas ici c'est quoi? Malolé shaker, quel est son intérêt de mentir? Iba et Amalé, puisqu'il aurait pu dire, s'il voulait, s'il était menteur, Minar Zvita, de toi je l'ai acheté, et j'ai fait les 3 ans de Chazaka, du coup on le croit lorsqu'on dit que c'était à ses pères. Donc là, encore une fois, l'idée ici, c'est comme il aurait pu gagner, on va le faire gagner même si son argument lui-même n'est pas recevable. Ça, c'est la réponse ici de Rabat. Au passage, il faut savoir qu'une grande marloquette, une grande réflexion toujours que l'on retrouve sur le migo, qu'on appelle à la fois migo, à la fois malil et chacun, comme c'est marqué dans Tosfot à plusieurs reprises, et c'est très souvent rapporté au nom de Rabbi Hanan Wasserman, cette marloquette sur quel est le principe du migo. En quoi quelqu'un qui normalement ne devrait pas être cru, est cru parce qu'il a la possibilité de dire quelque chose qui le fait gagner. Alors il y en a qui disent que à partir du moment où il aurait pu gagner, eh bien je vais pas lui faire perdre cette force-là d'argument et je vais donner à son argument faible la même force que l'argument fort. Donc je vais lui donner, puisque il aurait pu, maintenant qu'il a des années chazaka, il a des preuves qu'il a fait chazaka. S'il avait dit je te l'ai acheté, c'est vrai que c'était à ton père, mais moi je te l'ai acheté, il aurait gagné, parce que le fait que l'autre avait un terrain qui appartenait à ses ancêtres ne remet pas en cause le fait que lui l'a acheté il y a 3 ans et que depuis 3 ans, il est dessus. Comme il aurait pu gagner comme cela, on lui donne la même force quand il dit autre chose qui normalement, en soi, n'est pas valable. Ça, c'est une première vision de Migo. Il y en a qui disent que non, c'est simplement malo les shaker au sens propre du terme, c'est-à-dire que l'on a une preuve qu'il est honnête. Pourquoi? Parce que s'il était malhonnête, il aurait donné le meilleur argument. Quelqu'un qui est malhonnête, il réfléchit, il regarde les arguments qu'il peut donner et il va choisir a priori l'argument le plus fort. S'il ne choisit pas l'argument le plus fort, c'est une preuve qu'il n'est pas malhonnête, donc il est honnête, donc je le crois. Bon, en tout cas, ça, c'est les deux visions que l'on peut avoir du migo. Et ce migo qui est utilisé ici par Rabat, pour dire que c'est celui qui a les témoins de la chazaka, qui gagne, puisque son argument pourrait être gagnant s'il avait dit qu'il l'avait acheté. Abaye n'est pas d'accord. Marley Abaye dit, attends, Malil et Shaker abim kom aïdin le amrinan. Tu es gentil, Malil et Shaker. C'est quand quelqu'un n'est pas cru, et qu'il a cette logique-là de Malil et Shaker qui lui donne une force d'être cru. Mais là, ici en face, il y a des témoins. Et au final, son migo ne peut pas faire mieux que des témoins. Il ne peut pas faire mieux que des témoins. C'est quoi un migo? C'est que grâce au fait que j'aurais pu dire autre chose, on va me croire. C'est-à-dire, normalement, on n'aurait pas dû me croire, et là maintenant, on me croit. Mais même une personne qui est crue, parce qu'on a une logique qui nous pousse à dire qu'elle ne ment pas, même la personne la plus Néménette, la personne la plus digne de confiance face à un beddin, ne pourra jamais être plus fort que de témoins. La némanout absolue, c'est de témoins.
Donc la Gemara dit, c'est gentil ton Malil et Shaker. Malil et Shaker, c'est quand tu as quelqu'un qui n'est pas cru et qui du jour au lendemain va être cru. Et donc il sera plus Neeman, plus digne de confiance que la personne qui est en face. Mais lorsqu'il a affaire à deux témoins en face, deux témoins qui disent, c'était aux ancêtres de l'autre. Lui, il vient, même si il a une logique qui fait qu'on a envie de le croire, il ne pourra jamais être plus fort que deux témoins. Au final, on a l'impression ici que Rabat accepte la réponse d'Abaye. Alors maintenant, donc du coup, effectivement, Malil et Shaker, Migo Mikom Adim Lamrinan, ce que nous dit ici Abaye, et même si on verra par la suite que certains comme Rava ne sont pas d'accord. En tout cas, Adar Amali, maintenant autre cas. Inde Avatari, ou Svantar Minayu. Finalement, la personne revient. Et elle dit, tu sais, finalement, en fait, c'est vrai que c'était à ton père. Donc celui qui a perdu, c'est vrai que c'était à ton père. Simplement, je te l'ai acheté à toi. Alors il y a un problème, c'est qu'il y a 5 minutes qu'il a dit que c'était à ses ancêtres. Maintenant, il dit qu'il l'a acheté à la personne en face. Alors, il dit, est-ce que je te dis là que c'était à mon père, à mes ancêtres? C'était une expression. C'est que comme je l'ai acheté de manière très claire, en bonne et due forme, quand j'ai dit c'est à mes ancêtres, en gros, c'est à moi depuis des années, et je suis certain que personne ne pourra me déloger. La question ici, c'est est-ce qu'il a le droit d'expliquer ses paroles de manière si tarabiscotée, si compliquée, si tirée par les cheveux. Là, on verra justement par la suite que parfois, dans un beddin, on peut dire quelque chose, et quelques temps après, quelques minutes après, on peut affiner ce que l'on a dit, et dire attendez, ce que j'ai dit, ça peut être compris de deux manières, sachez que ce que j'ai dit, ça veut exactement dire cela, et donc on peut finalement orienter une phrase, une expression qu'on a dite précédemment, on peut l'orienter, donc c'est ce qu'on appelle choser vetoen. On revient et on argumente, c'est pas complètement différent de ce qu'on a dit, mais ça n'est qu'une manière d'expliquer qui parfois peut être minoritaire. La question c'est est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce que quelqu'un qui dit c'était à mes ancêtres, l'autre dit c'est à mes ancêtres, il apporte des preuves, maintenant l'autre il dit ah non, finalement en fait, quand je dis mes ancêtres c'était une expression, en fait je te l'ai acheté, mais depuis tellement longtemps, de manière tellement certaine que c'est comme si c'était à mes ancêtres, est-ce que ici on est dans l'explication de ce qu'il a dit ou est-ce qu'on est dans la mauvaise foi absolue? To'en, vechozav to'en, oen to'en, vechozav to'en, question de la Gemara. Est-ce qu'il peut argumenter et revenir et argumenter à nouveau, ce qui paraît être un peu contradictoire, ou pas? Marloket, on l'a amar, to'en, vechozav to'en, on la autorise, cette personne, à expliquer ses premières paroles de cette manière. Naardeh, les chachamim de la ville de Nardea, Amré disent que eno to'en, vechozav to'en, il ne peut pas revenir et argumenter. Donc là, ici, dans ce cas-là, on a une marloquette entre Ola et Nardea. Et la Gemara ici va nous expliquer qu'il y a des cas où tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas revenir et expliquer, et des cas où tout le monde est d'accord que oui, on peut. Donc ce n'est pas une marloquette globale. Pas une marloquette globale sur Choser et Torain. Est-ce que de manière générale, dans un Beddin, on peut revenir quelques minutes après et dire quelque chose qui est un peu différent de ce qui a pu être compris? Ça ne se contredit pas. C'est pas une contradiction. Alors justement, là ici, la discussion, est-ce que ici c'est une contradiction? En disant oui, non, en fait, ce que je t'ai dit, c'était à mon père, mais finalement, c'est moi qui l'ai acheté. Là, ici, justement, les gens d'Ardea disent attends, ça, c'est une contradiction, je suis désolé, ça ne peut pas être une explication. Par contre, Oula qui ici autorise à s'expliquer, il sera d'accord que dans certains cas, on ne peut pas. Exemple, lorsque la première fois, il a dit chez Lavota, vélo chez Lavotecha. Le premier lui dit voilà, sors de chez moi, tu es dans les terrains de mes ancêtres. L'autre lui dit ce n'est pas à tes ancêtres. La terre est au mien. Là, en disant ce n'est pas à tes ancêtres, il est clairement en train de dire que ça a toujours été à ses ancêtres à lui et qu'il n'a jamais acheté. À ce moment-là, il est d'accord que il ne peut pas revenir argumenter. Autre cas également, le même argument que jusqu'à présent, c'est-à-dire, au début, il a juste dit c'est à mes pères. Après, il revient et il dit finalement, je l'ai acheté, mais c'est une expression. Sauf que si entre-temps, il est sorti du Beddin, il n'a pas le droit de revenir argumenter. Lorsqu'il est au Beddin, qu'il n'a rien dit, et il sort du Beddin, et il revient, et finalement il dit non, finalement ça, et pourquoi? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a terminé, qui sort du tribunal, et qui argumente autre chose comme ça, qui est un peu différent apparemment ce qui est marqué, a priori, c'est-à-dire qu'il est sorti, il a raconté à ses proches, à sa famille, ce qui lui était arrivé, et on lui a donné le conseil de revenir argumenter. Et maintenant, ceux qui n'autorisaient pas à expliquer de cette manière, vont parfois être tolérants. Au Moudou Nardea, ils seront d'accord. Et Khade Amali, lorsqu'il dit chez la votaille, chez la kachuha me'avotecha, lorsque son explication est ainsi, il revient et il dit pas ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, je l'ai acheté moi, mais quand je dis que c'était à mes pères, en fait, c'est une expression. Ça, Nardea, ils ont dit c'est trop difficile à imaginer. Mais si par contre il dit non, tu sais, en fait, c'est à mes pères,
mais à mes pères qui l'ont acheté à tes ancêtres, au tien. Là, ici, c'est pas une totale contradiction. Alors, ça reste tout de même une petite contradiction dans le sens où, à la base, quand un dit c'est à mes ancêtres, l'autre répond c'est à mes ancêtres. C'est quoi le sens premier de mes ancêtres? C'est que ça a toujours été à ma famille. C'est une maison familiale, elle est chez nous depuis toujours. Quand un dit c'est à mes ancêtres, l'autre lui répond c'est au mien, on a l'impression à la base, ça veut dire c'est au mien et pas au tien. Mais comme finalement, c'est pas si éloigné de dire que finalement c'est mes ancêtres qui ont acheté au tien, du coup ici, même les gens d'Ardea seraient d'accord. Vecha de ishta emile abarai. Velo ta'an. Ve'ata le bedina veta'an. Pourquoi alors du coup? Un autre cas aussi, c'est un cas où quand il était à l'extérieur du bedin, il a discuté. Il a discuté par exemple avec la fameuse personne qui va s'opposer à lui. Il va, avant de rentrer au tribunal ou dans les quelques semaines qui précèdent, ils sont en train de discuter. Tu es sur le terrain de mes ancêtres. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, c'est le terrain des miens. Mais il ne précise pas, ce sont mes ancêtres qui l'ont acheté au tien. Pendant des semaines, comme ça, avant que le procès commence, il n'explique pas son argument. Il arrive au Beddin, dès qu'il arrive au Beddin, il dit attends, c'est à mes ancêtres qui l'ont acheté à tes ancêtres. On pourrait dire mais attends, pendant des semaines, il a simplement dit que c'était à ses ancêtres à lui. Et maintenant qu'il arrive au Beddin, il nous sort quelque chose de nouveau. Est-ce que finalement c'est pas Chosav et Toen? Il m'a dit non. Dans ce cas-là, même Nardea serait d'accord. Pourquoi? Tatale Bedina Veta'an, de Chosav et Toen, il a le droit de revenir. Pourquoi Maïtama? Quelle est la raison? Avedinish, Delo Megale Ta'ante et la Bedina. Les gens ont l'habitude de ne pas sortir leur argument avant le procès. Et donc du coup, les gens gardent leur carte pour le procès. Donc ce qu'on apprend ici, c'est que même ce que d'habitude Nardea interdise pendant le Bedin, c'est-à-dire que pendant le procès, il dit c'était à mes pères. Après, il dit non, finalement, c'est moi qui l'ai acheté, mais c'est une expression. Ça n'est pas possible parce que tout s'est passé au Beddin. A fortiori, si entre le premier argument et le deuxième, il est sorti du Beddin. Maintenant, il serait d'accord que si la première fois il a dit pendant des semaines, c'est à mes pères, qu'il arrive au Beddin et non, finalement, c'est soit mes pères qui te l'ont acheté au tien, soit même encore mieux que ça, plus grand redouche, c'est moi qui l'ai acheté et c'est une expression, les gens de Nardea seraient d'accord ici qu'il a le droit. Amar Amemar, Ana Nardea Ana, on a dit Amemar, moi je suis Nardea. Vous verrez, je pense que de Toen, Chosav et Toen. Donc moi je fais partie des sages de Nardea, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense qu'il a le droit de revenir argumenter. Ve'il cheta, et la lachet ainsi, Toen, ve Chosav et Toen, c'est-à-dire encore une fois dans le cas de départ, c'est-à-dire qu'on a la personne qui arrive au Beddin, qui répond à l'autre, c'est à mes pères, un dit c'est à mes ancêtres, l'autre dit c'est à mes ancêtres, et à la fin il dit, non finalement en fait, c'était une expression, il a le droit de dire cela, et ça s'appelle encore une explication de ses premières paroles. Ça, c'est la lacha telle qu'elle est tranchée ici par la Gemara. Et on a vu par ailleurs qu'on avait des cas où tout le monde était d'accord. Lorsque la personne change d'explication entre le moment où elle est au Beddin et le moment où elle sort du Beddin, ça, à ce moment-là, on ne peut pas revenir argumenter. Dans le cas où la première fois, la manière qu'il a eu d'argumenter empêche toute possibilité d'explication autre, ça, il serait d'accord. Et de l'autre côté, Nardea ici serait d'accord que lorsque la personne explique ce qu'elle a dit, mais et que c'est simplement différent de ce qu'elle a dit avant le procès, entre avant le procès et le procès, on ne peut pas reprocher à quelqu'un pendant le procès de dire quelque chose de différent de ce qu'il a dit avant le procès. Ce qu'il a dit avant le procès, ça ne vaut rien, déjà parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un procès, et en plus c'est l'habitude de quelqu'un justement de ne pas dévoiler ses cartes avant justement le procès. C'est quoi les Néardéens? Nardea, c'est les sages de la ville de Nardea. Nardea, les gens de Nardea. Zé Omer chez l'avotaï, Zé Omer chez l'avotaï. Il y a encore un cas où chacun dit c'est à mes ancêtres, c'est à mes ancêtres. Hay aïté sadé de avate. Un, il amène des témoins que c'était à ses ancêtres. Va achala shne chadaka. Et que en plus il a fait chadaka. Hay aïté sadé de achala shne chadaka. Donc ici, on a les mêmes arguments de part et d'autre. Simplement, il y en a un qui a des témoins sur les deux choses et l'autre qui a des témoins que sur une seule chose. Un, il a des témoins que c'était à ses ancêtres et il a des témoins qu'il a fait chazaka. L'autre a des témoins qu'il a fait chazaka, il n'a pas des témoins que c'était à ses ancêtres. Comme on parlait tout à l'heure de dévoiler ses cartes, Rav Nachman nous dit, c'est comme pour quand on joue à la bataille. Rav Nachman, ceux qui s'en rappellent, ok, achila les bade achila, on met face à face les deux témoignages sur la chazaka. Un, il a deux témoins qu'il a fait chazaka 3 ans. L'autre, il a des témoins qu'il a fait chazaka 3 ans, mais les mêmes années. Donc ce sont deux témoignages finalement qui s'annulent, qui se contredisent, donc qui s'annulent. Et du coup, on va annuler ce témoignage-là et on va tenir compte que de l'autre témoignage qui dit que c'est au père de celui-ci. Et l'autre en face n'a pas de témoignage que c'est à son père, même s'il l'argumente.
Et du coup, c'est celui qui a le témoignage sur le fait que ça appartient à ses ancêtres qui remporte. Amarler Rava lui dit, mais attends, il y a un souci dans ton histoire. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes témoins qui témoignent qu'il a fait Chazaka qui disent en même temps que c'était à ses pères. Or, le problème, c'est qu'à partir du moment où on a deux paires de témoins qui sont contredits, on ne sait pas laquelle a raison. Et donc, comme on ne sait pas laquelle a raison, a priori, on va considérer les deux comme étant fausses. Les deux étant fausses, celle qui va en plus témoigner sur le fait que ce soit son père, on annule son témoignage. Amarler Rava lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un témoignage qui est contredit. Et donc on ne peut pas écouter. Amarle, réponse de Rav Nachman, il dit, mais attends, ils ont été contredits par rapport à la Chazaka, par rapport à qui est resté pendant 3 ans, mais ils n'ont pas été contredits par rapport à ce qu'ils ont dit par ailleurs, c'est-à-dire que ça appartenait à ses ancêtres. Alors, la question maintenant ici, c'est bizarre. Sur quoi discute Rav Nachman? On va proposer peut-être qu'il discute justement sur la situation justement de est-ce qu'on invalide une paire de témoins lorsque l'on a une chance sur 2 qu'elle soit pas bonne. Lorsqu'on a une paire de témoins qui clairement a menti, on a 2 paires de témoins, d'autres viennent et disent voilà, ces témoins-là étaient ailleurs en train de dire autre chose. Là, à ce moment-là, et d'autres nous créchettent et ils sont psoulim et ils ne pourront plus jamais témoigner de manière générale. Ils ne pourront plus jamais témoigner, ils sont complètement psoulim, là et d'autres. Là ici, le problème c'est qu'on n'en a pas un qui est certain. On a 2 paires de témoins et on sait qu'il y en a un des 2 qui ment, puisqu'ils sont en train de témoigner sur 2 vérités qui sont incompatibles. Et donc, un des 2 est faux. La question, c'est est-ce que je considère les 2 faux? Ou est-ce qu'au contraire, je dis que comme jusqu'à présent chacun était vrai, je vais les laisser sur leur chazaka, on est à la chazakot, que justement les 2 sont vrais. Et du coup, la Gemara propose de dire que peut-être la discussion que l'on a ici, est-ce que on a donc la paire de témoins qui a été contredite, plus ou moins par rapport à l'autre, par rapport à la chazaka, est-ce qu'elle est crue également sur les années, sur le fait que ça appartenait aux ancêtres? La Gemara dit peut-être que c'est la marloquette ici entre justement Rav Chizda et Ravuna. La Gemara justement va nous dire, et ici on tourne la page, les Marava vers Rav Nachman, peut-être que Rav Nachman, Beplukta de Ravuna vers Rav Chizda, Kami Plagé, peut-être que c'est la même discussion que Ravuna et Rav Chizda. Pourquoi Deitmar? À ce sujet c'est marqué, Shtekita Edim, Amakrishot Zo et Zo. On a 2 paires de témoins qui se contredisent. Comme ici elles se contredisent, un dit blanc, l'autre dit noir, il n'y a pas de raison de croire plus l'une que l'autre. Donc il y en a une des 2 qui est fausse. Amar Ravuna nous dit, Zo ba'a bifnei atzma ou me'ida, ve zo ba'a bifnei atzma ou me'ida. On peut récupérer cette paire de témoins par ailleurs et la faire témoigner. Mais par ailleurs, ici on ne pourra pas les croire, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que on a dans cette affaire une certitude que l'un des 2 dit faux. Mais par contre, par ailleurs, tu prends chacun des 2 témoins et tu les fais témoigner dans une autre affaire. Ah, vous allez me dire, mais si c'est cela, il est certain que dans les 2 affaires que je fais, il y aura une des affaires qui sera jugée avec des témoins qui sont faux. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où jusqu'à présent on avait une chazaka, c'est un peu ce que l'on trouve dans les chazakot, un peu ce que l'on trouve dans le bitul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une annulation d'un morceau qui s'est mélangé avec 9 morceaux qui sont cachers. À la fin, on dit qu'on peut manger les 10. Pourtant, quand on mange les 10, on est certain qu'on va manger un morceau qui n'est pas cachère. Le principe aussi de chazaka, c'est un peu cela, c'est-à-dire qu'on regarde la situation halachiquement comme elle était précédemment. Même si je sais au niveau du raisonnement que je vais forcément faire témoigner 2 témoins menteurs, moi, quand je les considère à part, ces 2 paires de témoins dans une autre affaire, je suis contraint de les considérer chacun comme étant ce qu'ils étaient avant dans ma tête, c'est-à-dire dans ma tête ils étaient honnêtes, ils continuent de l'être. Simplement dans l'affaire en question où ils sont en contradiction, évidemment, on ne pourra pas les écouter. Maintenant, Rav Chizda Amar, la Mali. Rav Chizda n'est pas d'accord, il dit mais qu'est-ce que j'ai à faire avec des témoins faux? En gros, à partir du moment où c'est certain qu'il y en a un qui est faux, pourquoi prendre un risque? Donc un se repose sur la chazaka, et l'autre, il dit non. À partir du moment où il y a un risque, il ne manque pas des témoins sur terre, c'est pas la peine de prendre ce risque-là. Alors la Gemara du coup propose, Nema Rav Nachman de Amar Ravuna, vers Rav Chizda. On a l'impression que Rav Nachman et Ravuna disent la même chose, Rav Chizda disent la même chose, c'est-à-dire que Rav Nachman qui a dit précédemment que même si les deux paires de témoins se contredisent sur la chazaka, celle qui parle également sur les ancêtres, je la crois. On a l'impression ici qu'une fois qu'elle a été contredite, ça ne dérange pas qu'ils témoignent par ailleurs. Ça ressemble à Rav Nachman qui dit que 2 témoins qui se contredisent, 2 paires de témoins, je peux chacun les faire témoigner dans une autre affaire. Et Rava qui dit mais c'est pas possible, tu peux pas écouter ces 2 témoins-là qui ont parlé de la chazaka, tu peux pas les écouter sur les ancêtres parce qu'ils viennent d'être contredits à l'instant. Ça a l'air de coller avec ici ce que dit Rav Chizda qui dit que non, 2 paires de témoins, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi avec 2 témoins qui ont une chance sur 2 d'être chakranim?
Alors la Gemara dit non, c'est pas évident que cette discussion-là et l'autre soient exactement la même. Pourquoi? Parce que Aliba de Rav Chizda Kula Mal obligé, il est certain effectivement que que Rav Nachman et Rava ne peuvent pas les deux penser comme Rav Chizda. Rav Chizda, encore une fois, c'est celui qui a dit qu'on ne prend pas de risque avec les témoins. Par contre, qui plié, il est possible qu'ils discutent Aliba de Ravuna au sujet de Ravuna. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, ils ne discutent pas est-ce que c'est Ravuna ou Rav Chizda qui a raison, peut-être que les deux pensent comme Ravuna, simplement la lecture de Ravuna, c'est-à-dire Rav Nachman qui est Ravuna. Rav Nachman il pense comme Ravuna au sens classique, premier du terme, c'est-à-dire que comme la même que Ravuna permet à deux paires de témoins de témoigner par ailleurs, pareil pour Rav Nachman dans la même affaire, et Rava dira non. Rava dira Ad kaloka amar Ravuna, et là les Eidut Acheret. Ce qu'a dit Ravuna, que deux paires de témoins contredites peuvent témoigner par ailleurs, c'est dans une autre affaire. Pourquoi? Parce que dans une autre affaire, je reprends tout à zéro et je pars de leur chazaka. Ava leota Eidut lo, mais par contre, dans la même affaire, par rapport à ce même bonhomme, ils viennent de témoigner qu'il a fait chazaka et ils sont contredits, et tu veux les croire dans la même affaire, sur le même sujet, dans le même argument que c'est à ses ancêtres, là, je pense que Ravuna n'ira pas jusque-là. Donc on voit ici qu'on peut soit comprendre que Rav Nachman et Rava ont discuté sur Ravuna et Rav Chizda, ou peut-être même que sur Ravuna lui-même, on peut discuter est-ce que Ravuna irait jusqu'à autoriser dans la même affaire ou pas. Alors, maintenant, la Gemara va nous rapporter la suite de l'histoire qui va justement révéler une autre question. On a ici, donc a priori, Marloquet, Rav Nachman et Rava. La Gemara a l'air de penser, puisque la suite du cas a l'air de montrer que la lachet est comme Rav Nachman, c'est-à-dire qu'on a cru la personne qui finalement avait des témoins de son père. Donc on a accepté finalement que les témoins qui ont témoigné sur la chazaka et qui pourtant ont été contredits, on accepte que ces deux témoins-là témoignent tout de même sur le fait que ça appartenait à ses pères. Et donc du coup, on a donné raison à celui qui avait le double témoignage. Celui qui avait le double témoignage a gagné, puisque le témoignage sur la chazaka a été annulé et on s'est retrouvé avec un témoignage en plus par rapport à l'autre. Simplement, que se passe-t-il? Donc on lui a donné raison et on lui a donné le terrain qui était dans les mains de l'autre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'autre qui est en face, qui n'avait jusqu'à présent que deux témoins sur la chazaka, il nous sort une nouvelle carte. C'est-à-dire que lui aussi, il a des témoins sur la chazaka. Ada a été saadé d'avatei. Il dit, moi aussi, maintenant, j'ai des témoins que c'était à mes pères. Et le problème, c'est que lui, on l'a fait sortir du terrain. Il était sur le terrain, on l'a fait sortir. Et maintenant, on a une nouvelle information qui le met à égalité avec l'autre, mais qui normalement aurait dû faire que si à l'époque on avait vu ça, on lui aurait laissé le terrain parce que c'est lui qui l'avait. La question maintenant de la Gemara, ça va être est-ce que on revient sur la décision du tribunal par souci de justice ou d'équité, ou est-ce que on fait attention de ne pas revenir sur la décision du tribunal de peur que si une décision d'un tribunal peut être finalement contredite lorsque de nouveaux témoins débarquent, on a peur finalement que ça ça puisse porter atteinte au respect des décisions du Bédine et que demain, lorsqu'on va avoir un Bédine qui demande à quelqu'un de payer ou de rendre un terrain, il n'acceptera pas et il va s'entêter parce qu'il va se dire écoute, dans tous les cas, j'ai vu la dernière fois qu'il y a un type à qui on avait donné tort et que finalement il s'est entêté, à la fin il a trouvé des témoins, on l'a rendu et on voit que le Bédine il a l'air d'être sûr de lui, mais au final, on voit bien que le Bédine parfois il se trompe. Est-ce que on laisse cette brèche se créer ou pas? Amar Rav Nachman vient et dit Ananartinan, on l'a fait descendre du terrain, on l'a fait sortir du terrain parce qu'il n'avait pas les témoins de ses pères. Maintenant, il a les témoins que c'était à ses ancêtres. Anan Maskinalne, on le remet sur son terrain, on le fait remonter. Et les iluta des Bedina, le Chashinan. Et on ne craint pas la honte, plus ou moins, ou en tout cas l'atteinte au Beddin qui peut être fait par le fait de dire écoutez, effectivement, le Beddin s'est trompé, parce que c'est très bien qu'au sujet de la justice, on dit qu'il y a Mishpat, Elohim, où c'est marqué dans le Varim, qu'il faut ne pas avoir peur justement de dire la vérité lorsqu'on est un juge. Pourquoi? Qu'il y a un Mishpat, l'Elohim, car le Mishpat, la justice, est divine. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Pirkei Avot, on dit que trois qui jugent, la Shrina est là, parce que Bekerev, Elohim, Mishpat, qu'Akadosh Baruch Hu, il juge au sein justement d'Elohim qui est à la fois son nom à lui, mais à la fois le nom des juges, comme on voit dans la paracha de Mishpatim, que les juges sont appelés Elohim. Et donc du coup, à partir du moment où le poids d'une décision du tribunal, c'est du fait qu'on estime que les trois qui jugent, même s'ils ont réfléchi avec leur tête, finalement, c'est un peu la décision divine qui s'exprime par leur intermédiaire, on a du mal à accepter lorsqu'on est monsieur n'importe qui, accepter que finalement, on me dit d'un côté que c'est Dieu qui s'exprime, et après, finalement,
on s'est trompé parce qu'on n'avait pas les témoins, on n'avait pas telle information, et du coup, quoi, Dieu s'est trompé. Et du coup, le fait de pouvoir remettre en cause la justesse d'une décision tribunal peut être dangereux. Rav Nachman tranche et dit c'est la justice et l'équité qui l'emporte sur cette crainte-là. L'Agma maintenant va objecter. Mativ, Rava, Veitema, Zeira, Inaki, c'est Rava, Inaki, c'est Rabbi Zera qui a objecté à Rav Nachman sur cette idée qu'on ne craint pas Zvuta des Bedina. Shnaim Omrim Met. Shnaim Omrim Lomet. On a ici une femme dont le mari est parti à l'étranger. Très souvent, ces femmes-là, lorsque leur mari est décédé, on n'avait pas de preuve que le mari était décédé. On avait une très forte présomption que le mari était décédé. Simplement, en n'ayant pas de preuve claire, on ne pouvait pas la marier. Cette femme-là, elle reçoit 2 témoins qui viennent lui dire que son mari est mort. Après 2 témoins qui viennent dire non, finalement, ton mari n'est pas mort. Alors on parle évidemment que les 2 témoins d'après viennent lui parler sur une date qui est postérieure. Parce qu'il a pu très bien être vivant avant et mort après. En tout cas, il lui dit voilà, non, il n'est pas mort. Alors que faire? Que faire? Alors, Shneim Omrim Met, Shneim Omrim Lo Met, Shneim Omrim Nidgarsha, ou Shneim Omrim Lo Nidgarsha, ou c'est une femme, 2 qui disent elle est divorcée, l'autre qui dit elle n'est pas divorcée. Arezo Lotinase, comme elle a 2 paires de témoins qui se contredisent, finalement, comme on a vu tout à l'heure, les 2 témoignages s'annulent, et finalement, on tient compte ni de l'un ni de l'autre, elle ne peut toujours pas se marier. V'im Niset, si par contre elle s'est mariée, Lotetse. En fait, en gros, on ne change pas la situation dans laquelle elle est. Si elle est en train de se prendre la décision de se marier, comme on a 2 paires de témoins qui s'annulent, on part du principe qu'on n'a toujours pas de preuve que son mari est mort ou qu'elle est divorcée, et donc elle ne peut pas se marier. Si elle s'est mariée, comme on n'a pas de preuve ni pour l'un ni pour l'autre, elle va dire écoute, dans le doute, on ne va pas la séparer de son nouveau mari. Rabbi Menachem ben Rabbi Yossi n'est pas d'accord, il dit Tetse. C'est-à-dire que lui ne tient pas compte du fait qu'elle se soit mariée. Qu'elle soit mariée ou pas, on part du principe qu'elle n'a pas le droit de se marier. Et continue Rabbi Menachem ben Rabbi Yossi, Amar Rabbi Menachem ben Rabbi Yossi, et maintenant il dit Omer Tetse, quand est-ce que je dis qu'elle doit sortir? Bisman Shebaou Edim ve'achar kach niset. Dans le cas où elle s'est mariée après que la deuxième paire de témoins viennent. Avan niset ve'achar kach baou Edim. Dans le cas où elle s'est mariée sur la parole des premiers témoins. Et que c'est après simplement que 2 témoins sont venus lui dire tu sais finalement ton mari n'est pas mort. Là je serais d'accord que moi à Rizolotété parce qu'elle s'est mariée finalement de manière ici autorisée. Alors quelle est ici finalement l'objection à Rav Nachman? C'est que finalement ce Rabbi Menachem ben Rabbi Yossi n'a pas l'air d'accepter ici que le fait que cette femme se soit mariée change quelque chose. À partir du moment où on a 2 témoins et 2 témoins après qui se contredisent, finalement on annule les 2 témoignages, on part du principe qu'on n'a pas d'informations sur la mort de son mari et elle ne peut pas se remarier. Et lui ne tient pas compte du fait qu'elle soit déjà mariée ou qu'elle soit en demande justement, qu'elle ait une volonté de se marier. Ça ne change strictement rien. Et donc à partir du moment où il ne fait pas cette différence-là, la Gemara nous dit, alors à ce moment-là, comment comprendre la suite de Rabbi Menachem? Que dit Rabbi Menachem? Il a dit qu'à partir du moment où elle a décidé de se marier, alors qu'elle avait reçu les 2 témoignages qui sont contredits, à ce moment-là, elle devra divorcer. Si par contre, elle a reçu le premier témoignage, on lui a dit de se marier, elle s'est mariée, et qu'après, les témoignages viennent contredire les premiers, on ne la fait pas sortir. Mais c'est quoi qu'on ne la fait pas sortir? C'est pas parce qu'elle est déjà mariée, c'est en gros, on ne change pas de décision. Puisqu'encore une fois, qu'elle soit mariée ou pas mariée, ça ne change rien sur le Rabbi Menachem, on l'a vu il y a quelques instants. Et donc du coup, il est en train de dire finalement, a priori, Rabbi Menachem est en train de dire que lorsque le Beddin a dit à une femme, marie-toi, même quand 2 témoignages viennent après infirmer plus ou moins les paroles des premiers, ça y est, on a dit marie-toi, on ne va pas changer d'avis et on est dans un sujet qui est très très grave, qui est quand même le Issour Eshetish. Amalé, alors du coup, répond Rav Nachman après cette objection, Anas, vrai les mervadouvda. Moi j'étais sûr de moi et je pensais appliquer la halakha comme j'avais dit, j'étais à 2 doigts d'appliquer la halakha, c'est-à-dire de partir du principe que lorsque le Beddin a une nouvelle information, un nouveau témoignage, il revient sur ses paroles sans crainte justement de Ziluta des Bedina. Ashta de Odvinan At. Maintenant que toi, donc c'est Rava ou Rabbi Zera selon les versions que l'on a, maintenant que tu m'as objecté avec cette Mishnah. Ve Odvan Ravam Nuna Besouria. Et à Souria, il y a Ravam Nuna qui m'a aussi objecté avec cette Doraita. Lo Avdinan Ba'uvda. Rav Nachman a dit qu'effectivement il a changé d'avis finalement. Et il a dit je n'ose pas maintenant changer d'avis à cause de Ziluta des Bedina. La Gemara nous rapporte que quelques temps plus tard, Nafak Avad Ovda. Quelques temps plus tard, il a eu l'occasion justement de revenir sur une décision du tribunal et il l'a fait. Attention que Rav Nachman au départ, il a dit qu'on revient sur une décision du Beddin. Après, on lui objecte, il dit écoute, maintenant que tu m'as objecté, la vérité, je m'apprêtais à le faire, maintenant je ne le fais pas. Quelques temps après,
il l'a fait. Alors l'Agma dit quoi? Man de chaza sava ta'utahi beide. L'Agma dit celui qui l'a vu faire ça, s'est dit peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il a oublié ce qu'il avait dit, peut-être qu'il a oublié l'objection de Rava ou de Rav Hamnouna. L'Agma dit Vélo, c'est pas vrai. Pourquoi? Et la Mishum des Talia, Bechler a rêvé parce qu'il s'est reposé sur des cordes solides, c'est-à-dire qu'il s'est reposé sur des halachot et des minagim qui étaient anciens dans sa région, des chachamim qui avaient l'habitude finalement, lorsqu'ils avaient affaire à une éventuelle erreur d'un beddin, de revenir finalement sur la décision et de ne pas craindre justement de ce qu'on appelle ziluta des beddina. La suite justement d'Itnat, ça va être une Mishnah dans Maseret Ktubot qui va parler justement de quelqu'un qui est caché à la Keuna par la Keuna, et on verra justement de là-bas, on peut apporter une information par rapport à ce sujet-là, mais vraiment c'est une Mishnah qui ne se comprend qu'avec le DAF, en tout cas la moitié du DAF de demain. Donc on va simplement très rapidement résumer les quelques cas que l'on a vus dans le DAF d'aujourd'hui. On a vu la notion de migo, malili shaker, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un n'est pas cru a priori pour ses paroles, lorsqu'il est dans une situation où il avait la possibilité de gagner son procès en donnant un autre argument, on va le croire sur ce qu'il dit. Parce qu'il y a une logique de malolé shaker. Quelle est la raison pour laquelle il mentirait à partir du moment où il pourrait gagner? On a dit là-dessus qu'on a deux manières de comprendre. Soit on lui donne la force de l'argument A, même s'il argumente B, pour ne pas que son souci de vérité lui fasse perdre. Il avait la possibilité de gagner avec A. Maintenant, il dit B, qui est un argument moins fort. On lui transpose la force de l'argument A, même si en soi, c'est un argument qui en général n'est pas recevable. Ou il y en a qui disent que non, simplement c'est une preuve de son honnêteté. S'il était menteur, il aurait forcément donné l'argument le plus fort. Le fait d'avoir choisi l'argument plus faible est une preuve qu'il n'est pas menteur. Quoi qu'il arrive, la Gemara a dit que ça c'est joli, mais ça ne peut que lui donner une force d'argument, ça ne peut lui donner que une confiance en lui que l'on a dans ses paroles, mais ce sera jamais plus fort que deux témoins. Donc lorsqu'il a affaire à deux témoins, il peut arriver presque à être comme deux témoins, mais gagner est plus fort que deux témoins. On a dit que non. Maintenant, la question qu'on avait vue, c'est Chosav et Toen et Chosav. On a dit que lorsqu'on est au Beddin, on peut dire quelque chose qui peut parfois être mal interprété. On peut revenir toujours dans le cadre du procès et dire non, mais finalement, ce que j'ai dit, je me suis un peu mal exprimé, ça voulait dire cela. Alors, tant que l'explication est plausible et que ça se fait dans le Beddin, c'est possible. Si l'explication, même plausible, est faite, mais après être sorti du Beddin, on dit non, il est sorti, il a reçu des conseils et il revient expliquer ce qu'il a dit. Donc si c'est plausible, il est Chosav et Toen. La question que nous on avait, et un autre cas, même si c'est pas plausible, on est d'accord qu'on n'oppose pas le jour du Beddin ce qu'il dit aujourd'hui à ce qu'il a dit avant le Beddin. Ce qu'il a dit avant ne rentre pas en ligne de compte puisque les gens ont l'habitude justement de ne pas dévoiler leurs arguments avant le Beddin. Donc encore une fois, s'il y a une contradiction entre avant le Beddin et le Beddin, c'est pas une contradiction, il fait ce qu'il veut. L'inverse, s'il y a une contradiction entre ce qu'il a dit au Beddin et ce qu'il a dit après, ça par contre jamais on l'écoutera même si c'est plausible. Par contre la question maintenant c'est au Beddin on l'écoute. La question c'est quand c'est pas très plausible. Il dit c'était à mes ancêtres. Et à la fin il dit non en fait c'est une expression. Alors là c'est un peu limite. On a vu qu'on est marloquette entre Oula et les Chachamim de Nardéal. La halakha était comme justement Oula qui disait que justement même dans ce cas-là, Chosav, Toen et Chosav, il peut revenir et dire quand j'ai dit que c'était mes pères, c'était une expression parce que finalement c'était pour dire que vraiment c'était à moi depuis longtemps et que j'étais certain de le garder. On a vu après également que on avait une marloquette entre les Amoraïm. Est-ce que déjà, lorsque l'on a deux paires de témoins qui se contredisent dans une affaire, est-ce qu'on peut réutiliser ces témoins dans d'autres affaires? Un, il dit, écoute, ils restent sur leur chazaka, donc dans cette affaire, on ne les écoute pas, leurs témoignages se sont annulés respectivement, mais on peut les écouter ailleurs. On part du principe que chacun reste sur sa chazaka, qu'il est honnête, même si. Et bien, du coup, après ça, il dit, attends, elle est gentille ta chazaka, mais au final, avec ta chazaka, tu es certain d'utiliser des témoins qui sont faux. Puisqu'en utilisant les deux témoins dans d'autres affaires, à ce moment-là, tu es certain qu'ils sont faux. Donc c'est une marloquette ici entre Ravuna et Rapriza, et après on a une marloquette entre Rava et Rav Nachman dans la même affaire. Et on a vu que c'était encore différent. Dans la même affaire, c'est encore autre chose. On peut très bien penser que dans une autre affaire, on peut les faire témoigner. Mais la question c'est est-ce que dans la même affaire, je peux les faire témoigner? Ils ont témoigné sur les années de Chazaka. Un, il dit c'est lui qui a fait ses 3 ans. L'autre, il dit non, c'est l'autre qui a fait ses 3 ans. Donc ils se contredisent. Et un des deux dit, et en plus, c'était à ses ancêtres. Est-ce que celui qui les considère comme étant cachers dans une autre affaire arrivera à même les considérer cachers dans cette même affaire ou pas? Là, c'était une marloquette entre Rav Nachman
et Rava, et on va jusqu'à dire que, comme Rav Nachman, c'est-à-dire qu'on les considère cachés, hein, non seulement dans une autre affaire, mais même dans cette affaire. Maintenant, la question qui était restée à la fin, et c'était encore Rav Nachman, c'est est-ce que maintenant qu'il rapporte d'autres arguments nouveaux, d'autres témoignages, est-ce qu'une fois qu'on a tranché quelque chose, le Beddin revient sur sa décision, ou est-ce que le Beddin ne veut pas justement entacher, non pas la réputation, mais en tout cas l'image de vérité absolue, vérité divine, puisque Kamishpat Elohim, ou est-ce que cette image de la vérité divine et qui donc ne peut pas a priori changer, est-ce qu'elle peut être entachée par le fait d'avouer que finalement le Beddin a pris une décision qui était fausse parce qu'il manquait des éléments ou pas? Selon Rav Nachman jusqu'à présent en tout cas, on ne tient pas compte de la Ziluta des Beddina et on revient sur la décision du Beddin. À cela, il y avait une objection qui à la base est acceptée par Rav Nachman, mais qui finalement à la Khalem Massi n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. C'était justement une braïta qui avait l'air de dire que selon Rabbi Menachem, Berabi aussi, en tout cas selon cet avis-là, on avait l'air de dire qu'à partir du moment où le Beddin avait dit à une femme qu'elle pouvait se marier, même si on apprenait finalement que les témoignages étaient a priori invalidés, on ne lui interdisait plus de se marier à partir du moment où il avait autorisé la chose.